Henri Kaufmann, Bonjour Emmanuel. ça fait plaisir de te recevoir, parce que ça fait longtemps qu'on lit, qu'on voit ce que fait Henri Kaufmann dans l'univers du marketing direct, puis de la relation client. Puis je crois qu'on a dû se croiser dans des vies antérieures quand même. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Aujourd'hui, tu nous fais l'amitié de répondre aux questions de cherclient.wiki et pour parler de la relation client et de la fidélité, la gestion de la fidélité par les marques. Voilà. Mais avant de commencer à te poser des questions, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment tu en es arrivé à faire ce métier aujourd'hui, et puis après on verra qu'est-ce que tu en dis et qu'est-ce que tu conseilles à nos internautes. D'accord. Moi j'ai un profil un peu atypique puisque j'ai suivi un cursus très matheux, central, l'école des pétroles. J'ai même fait une thèse de doctorat en sciences appliquées d'économie. Mais en fait, ma vocation, je l'ai trouvée un peu plus tard, c'est plutôt dans le qualitatif que dans le quantitatif. Donc je suis un peu une synthèse, cerveau gauche, cerveau droit. Et je dois dire que le marketing direct, quand ça marche, c'est vraiment la synthèse des deux. Ouais. Alors j'ai commencé par être conseil j'ai travaillé sur les moteurs du Concorde, enfin bon, c'était presque anecdotique. Puis ensuite, chez un annonceur, j'ai été pendant 5-6 ans directeur d'un gros centre informatique, puis directeur général de cette société qui vendait des livres par correspondance, donc traitement de gros fichiers, déduplication, raccordement des fichiers différents d'un seul client, etc., etc. Puis à un moment donné, j'avais des agences évidemment qui faisaient mes messages, mes annonces, etc. Et je me suis dit je me suis vu en train de rectifier le travail de mes agences, qui étaient des grandes agences, Ogilvy, Wunderman, etc. Et donc j'ai lancé une agence en 87 qui s'appelle Communidé, qui après 20 ans d'existence a été fusionnée dans 3 autres agences de pub au sein du groupe Havas, et donc maintenant c'est l'agence H. Et moi-même je suis sorti de Communidé, donc j'ai une société de conseil qui s'appelle Hipipip, dont le principal client est l'agence, mais qui a aussi d'autres clients importants. C'est un beau parcours, des mathématiques à la relation client. Oui. Donc le rôle de conseil que tu as vis-à-vis de cette agence que tu as créée, et puis la relation avec des clients importants, ça te conduit à avoir quel regard sur la relation client aujourd'hui? D'abord un regard peut-être plus stratégique qu'auparavant, et peut-être un peu plus de temps pour réfléchir aux fondamentaux, aux basiques du métier. Et moi, ce qui m'a frappé en réfléchissant sur la fidélité, alors je sais que fidélité, ça existe, fidélisation, c'est un barbarisme qui n'existe même pas dans le dictionnaire, donc les mots, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Donc ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on fait des programmes de fidélité avec des programmes à points, etc. Et autant, au point de vue de la conquête, on a des programmes extrêmement sophistiqués de segmentation, de typologie, de communication adaptée à chacune des niches. Enfin, tout ça est très bien fait, donne des rendements de meilleur en meilleur. Mais en termes de fidélité, on a des programmes monolithiques, c'est-à-dire, programme de points plus ou moins, avec des cadeaux certes différents. On a le droit de choisir son cadeau, mais les process ne sont pas du tout les mêmes. En tout cas adapté à chaque cible. Et donc, il y a quelques années, j'avais réfléchi à des systèmes de fidélisation où on ne récompensait pas le chiffre d'affaires, mais l'assiduité, la régularité des achats. D'accord. Avec un système un peu moral pour dire qu'on soit riche ou pauvre, il n'y a pas de raison qu'on récompense plus un riche qui fait beaucoup de chiffre d'affaires mais qui vient peu souvent par rapport, entre guillemets, à un pauvre qui fait moins de chiffre d'affaires mais qui vient très régulièrement. Puis, depuis quelque temps, j'ai voulu réfléchir à aller plus loin, et je me suis dit que la fidélité, finalement, c'est quoi? C'est la résultante de 2 forces. Il y a une force d'arrachement, qui est la force de la concurrence, qui essaye de tirer le client vers elle, et une force de rétention qu'exerce la marque pour retenir son client, ou essayer de le retenir. Et donc, on a à faire presque un jeu de tir à la corde, où les uns tirent de chaque côté, puis à un moment donné, si le client est fidèle, il reste chez la marque. Si à un moment donné, le concurrent tire plus fort, il emporte le client. À partant de là, je me dis, mais qu'est-ce qui peut faire que la concurrence, à un moment donné, soit plus forte
et qu'elle emporte le client. Alors, il y a bien entendu les programmes de fidélité, mais les programmes de fidélité à point sont des programmes, en fait, je les appelle des PPP, programmes de promotion permanente. C'est-à-dire, ils participent à la création de trafic, à la concurrence ponctuelle, mais disons la vraie fidélité entre j'aime cette marque, je peux la recommander, etc., c'est pas vraiment les programmes à point qui y participent. Donc qu'est-ce qui peut faire que j'ai une admiration, une sympathie pour la marque? Eh bien je crois que toute la fidélité tient à la qualité de la relation, et cette qualité de la relation se traduit par, dès qu'il y a un problème, le problème est résolu très vite et bien. Alors des problèmes, en fait, il y en a de deux sortes dans la vie d'un client avec son enseigne. Il y a des petits grains de sable que j'appelle des incidents transitoires, donc qui sont réglés aussitôt qu'ils arrivent et on les oublie aussitôt qu'ils apparaissent. Puis de temps en temps, il y a un gros pépin. Donc à ce moment-là, même s'il est résolu, alors s'il n'est pas résolu évidemment, c'est catastrophique, mais s'il est résolu, le client s'en souvient, et s'en souvient de nombreuses années, pendant de nombreuses années, bien qu'il y ait une espèce d'amortissement et que ça se cicatrise au fur et à mesure que le temps s'écoule. Mais il peut y avoir un deuxième incident, et tout ça se cumule, un peu comme des intérêts progressifs financiers, tu vois. Et donc la vie continue, la vie du client continue, mais au début de la relation, en fait, il se définit une espèce de... Enfin, il se définit. Inconsciemment, il y a un seuil de tolérance. C'est-à-dire, à un moment donné, trop c'est trop. Hein, trop d'incidents, trop de pépins, bon, ben, je vais aller voir ailleurs. Et donc, le modèle que je suis en train de construire, c'est de dire, on va attribuer à des clients, sans que le client le sache évidemment, un permis à points, enfin un quintel de points. Et chaque fois qu'il y aura un incident grave, on va déduire un certain nombre de points de ce capital et donc suivre, en fonction du temps, le capital pour voir à tout moment si on a dépassé le seuil de tolérance. Et dès qu'on l'a, par hasard ou par incident, dépassé, là, alerte rouge, mobilisation générale. Si on veut garder le client, il faut que tout le monde soit sur le pont et qu'on lui donne satisfaction, quel qu'en soit le prix. Donc voilà disons, ce que je suis en train de mettre au point, sachant aussi que, enfin, comme je disais tout à l'heure, le vocabulaire, à mon avis, est mal choisi. D'abord, programme de fidélisation. Programme, c'est un truc d'informaticien. D'ailleurs, ça a été fait par des informaticiens. Et quand on voit les Cybelle, les Oracle, etc., ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de maintenir les programmes qu'ils ont mis en place, parce qu'ils font de l'argent avec ça. Et ils fidélisent leurs clients par viscosité plutôt qu'autre chose. Donc, il faut essayer de trouver un autre vocabulaire, sachant que aussi, dans la relation, il y a toujours un dominé et un dominant. Jusqu'à présent, le dominant, c'était l'entreprise. Le dominé, c'était le client, qui ne disait pas grand-chose. Et toute cette équation change, et d'une manière fondamentale, par Internet. C'est-à-dire que les clients d'aujourd'hui se disent je peux échanger, je peux participer, je peux m'impliquer, etc. Et je peux surtout réagir et dire mon mécontentement. Et je peux agir collectivement. Et je peux en plus agir collectivement, avec le buzz, etc. Ou même créer des anti... qu'est-ce qu'il y avait? Antinous. Il y a un site Antinous. Il y a Fripouille. Aujourd'hui, tu connais Fripouille? C'est anti-free. Ah oui, Fripouille, voilà. Ah, d'accord. Non, parce qu'il y a maintenant sur Facebook, presque pour chaque entreprise, un groupe pour... Non, mais il y a eu des groupes créés en dehors de Facebook pour dire il y en a marre. Enfin, c'est même un ministre c'est le ministre du budget qui avait créé un anti-nous. Donc c'est dire. Et donc, cette relation dominant-dominé n'existe plus. Il y a un rééquilibrage. Et je pense aussi qu'il y a une piste de réflexion qui serait de dire, plutôt que d'avoir des programmes, j'aime pas beaucoup, il faut trouver un nouveau nom. Et fidélisation non plus, parce que ça n'existe pas. C'est un néologisme. Voilà, c'est un barbarisme, c'est plus grave. Oui, néologisme. Donc,
trouvons des systèmes où le client puisse réagir et à la limite le récompenser moins par le chiffre d'affaires qu'il a fait, ça c'est les points, c'est la promo, bon, très bien, mais surtout par toutes ces suggestions qu'il va nous donner. Il a eu un incident, et bien pourquoi on n'irait pas l'interroger pour lui dire écoutez, vous avez été victime d'un incident, on va le réparer, et à votre avis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter tout ça? Et là, s'il a une bonne idée, eh bien bingo, on va le récompenser beaucoup. Et donc, tout ça fait que alors j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, sur les blogs. Et est-ce que tu peux nous donner un peu l'adresse de ton blog, justement, parce qu'il est effectivement très riche, tu y travailles beaucoup. Alors l'adresse est un petit peu longue, parce que quand j'ai fait le blog, j'étais peut-être pas encore tout à fait au courant de ce qu'il fallait faire. Donc, pour arriver au blog, qui s'appelle « Et si l'on parlait marketing », alors je te dis pas les tirets, D'accord. Il suffit de faire Google Henry I. Kaufman, Kaufman, pour qu'on me trouve sans aucune difficulté. Et donc, j'ai fait un PowerPoint expliquant un petit peu toute ma entre guillemets, théorie. Et j'ai longuement réfléchi, puis j'aurais été toujours président de mon agence, je regardais pour moi, secret d'État, etc. Mais comme maintenant je suis un petit peu près du recul, je me suis dit, je vais mettre le PowerPoint sur le blog. Et j'ai proposé à tous les internautes qui le souhaitaient de leur envoyer le PowerPoint. Et alors qu'il est, on a peut-être une soixantaine ce qui est beaucoup, qui ont reçu le PowerPoint. Et je leur ai dit, bah, donnez-moi vos commentaires, suggestions. Et là, j'étais très très étonné. Bon, je savais que l'intelligence collective, ça existe, mais là, je l'ai vu vraiment fonctionner. Et fonctionner pour quelque chose qui m'intéresse. Et donc, j'ai eu des remontées tout à fait étonnantes, enfin des pistes, des éclairages qui sont inattendus et que tout seul dans son bureau, on ne peut pas trouver. Les bonnes idées, elles sont simples, mais on ne les trouve pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, à partir de toutes ces idées, bon, je vais en faire la synthèse, et je suis vice-président du Cercle du Marketing Direct, donc je vais créer un groupe de travail, de réflexion, autour du progrès de la fidélité et comment imaginer de nouveaux systèmes de fidélisation, tant qu'on n'a pas de nouveaux mots. Et là, mon souhait, c'est que des gens d'univers très différents, pas seulement des marketeurs d'entreprise, mais des gens qui font du coaching, des gens qui font de la socio, etc., qui m'ont répondu sur Internet, sur le blog, viennent me rejoindre et que, non pas en brainstorming, parce qu'on n'est plus au niveau du brainstorming, mais en partage d'expérience, on met au point un nouveau système. C'est très intéressant. Il y a une question qui me vient quand on parle de capital point. Oui. Et c'est vrai que ça sous-entendrait qu'on aurait un besoin de quantifier la température de la relation. 3 points de plus, 4 points de moins, et j'approche du niveau 0, attention, alerte, etc. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'entre le consommateur et la marque, il y ait le même type de relation qu'entre deux êtres humains, et qu'en réalité, cette relation ne soit pas forcément unidirectionnelle, vers le haut ou vers le bas, mais multidirectionnelle, en disant parfois les écueils, les accidents de parcours, loin de nuire à la relation, peuvent parfois la conforter, pour peu que, je sais pas, on parle souvent d'Apple, qui est un modèle très spécifique. Qui s'est retourné en moins de 2 après les échecs à un certain moment, bien sûr. Et sur lequel on voit surtout un niveau de tolérance à l'inconvénient de la part des utilisateurs qui est extraordinaire. Quand un produit de chez Apple a un problème, ben c'est pas grave. Parce que, par ailleurs, les utilisateurs ont l'impression d'être un petit peu les gardiens de cette marque, qui sont prêts à lui pardonner beaucoup, pour la maintenir en vie. Qu'il n'y aurait rien de pire pour eux que cette marque disparaisse. Ils ont eu peur qu'elle disparaisse après le départ de Steve Jobs. Il est revenu, on a l'impression qu'il peut pratiquement leur demander n'importe quoi. Il leur livrerait une machine avec rien dedans, il la trouverait encore mieux. Ce qui me surprend toujours, c'est que, bon, je suis Mac, mais quand des gens qui sont sur PC me voient faire, ah, qu'est-ce que c'est bien quand même. Oui.
Pourtant, Mac, c'est quoi? C'est 3-4% je crois du marché mondial des ordinateurs. C'est rien, c'est rien.